On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavami. Bienvenue dans ce premier épisode des compteurs, édition du 11 février 2025. Une édition revampée un peu. Oui. Sacha Gavami, bonjour. Salut, Fix, ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va. Parle-nous un peu de la manière qu'on a décidé de revamper le podcast Les Compteurs, qui était aussi là durant l'automne, mais qu'on a décidé de revamper pour l'hiver. Oui, fait que, écoute, ce projet-là, l'idée a démarré à l'été. Alex Panton, directeur général de la station, m'avait approché pour ce projet-là. Fait qu'on a décidé de le lancer puis d'essayer des affaires, tu sais. Fait qu'on avait commencé avec l'idée, avec Alex et moi, puis avec Max qui animait, de faire un peu plus comme un tour de table de différentes actualités sportives. Puis en début janvier, Alex m'a convoqué à un meeting, ça c'est jamais un bon signe, là. J'ai dit, oh boy. J'ai dit, je suis en train de me faire congédier, moi, ça sera pas long. Puis finalement, non, il me disait qu'après avoir réfléchi puis de regarder le concept, de peut-être revenir à une formule plus... moi avec un partner dans le fond, là, pour parler différents, on va rester de même thématique, sujet d'actualité de sports biz, business du sport, vraiment d'aller plus en profondeur là-dessus, puis c'est ça, fait qu'on la formule va être ajustée, toi puis moi dans le fond, pour la saison. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ben non, moi, on va avoir beaucoup de plaisir. Puis on se connaît depuis, juste mettre en contexte, on se connaît quand même depuis quelques années. À titre de producteur, on a souvent fait affaire avec toi pour parler avec, bien sûr, tes clients, les joueurs de football, Laurent Duvernay-Tardif notamment. Et puis, de pouvoir collaborer avec toi. On se connaît déjà. La seule chose qu'on ne savait pas, c'est qu'on prenait pour la même équipe de football de la NFL. Ça, c'est une belle surprise. Ça, c'est une belle trouvaille. Et tu vois, j'aborde mon un beau chandail. Il est beau, pareil. Philip Rivers, un peu trop petit. Il est beau. Mais juste pour mettre en contexte, quand j'ai remplacé le week-end dernier dans Tailgate Weekend, on t'avait comme invité, à ma plus belle surprise. Puis c'est là que j'ai découvert que tu étais fan des Chargers aussi depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et je t'ai pas posé la question, mais là je vais te la poser. D'où cet amour-là pour les Chargers a-t-il commencé? C'est une question que plusieurs personnes me posent. Parce que les Chargers, on s'entend que c'est très rare. Là. Je pense je dis à la blague en ondes ce week-end, on est 5 au Québec, je pense, à compter pour les Chargers, puis 2 sont ici. Mais non, écoute, j'ai commencé à suivre le foot, la NFL plus assidûment vers l'âge de 12 ans, donc vers 2003. Puis c'est vers ces années-là, 2003-2004, que LaDainian Tomlinson a commencé sa carrière avec les Chargers. Puis à cette époque-là, il était vraiment mauvais. Là. Au début, il était mauvais. C'était pas une bonne équipe. Non, pas du tout. Drew Brees, c'était le QB, mais il était pas nécessairement comme il était devenu avec les Saints. Exact. Puis là, j'ai vu Tomlinson avec sa visière, la façon qu'il courait. Je suis comme, hey, lui, il est vraiment, vraiment cool. Puis je dis, je vais commencer à les aimer eux autres. Puis est-ce que c'est le premier chandail que tu as eu de football? T'as-tu un chandail de Tomlinson? J'en ai un, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté, là, mais j'en ai un que j'ai eu depuis 2005. L'espèce de poudre baby blue, là. Ouais. Ah, il est beau, il est très, 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 très beau. Fait que, non. C'est des beaux, je les aime encore. Mais quand l'orange pour les Chiefs, c'est sûr que je me gardais plus une gêne. Une petite gêne quand même. Mais là, je les aime. Puis tu sais, j'ai un chum à moi, là, ça fait 2 fois qu'il change d'équipe. Puis ça, je trouve ça ridicule. Ah non, moi aussi. Moi, je suis contre ça. Tu peux pas changer d'équipe. Il faut que tu sois... J'avais vu un post sur les réseaux sociaux, dit... normaliser les changements d'équipe. Quelqu'un a dit non, faut que tu choisisses une équipe à 12 ans puis tu vas être misérable pour le restant de tes jours à les suivre. C'est ça, j'ai accepté ma vie. Je pense à tous ceux qui ont les Jets de New York comme équipe, notamment dans la NFL depuis qu'ils sont jeunes. C'est ça. C'est raté Jets, après raté. Browns aussi. Mais Chargers aussi, là. Mais quand même, je comprends. C'est pas facile. Mais il y a eu quand même des belles années dans la décennie 2000, 2010 un peu au début aussi. Mais c'est drôle que tu amènes le point de Tomlinson parce que quand j'avais 7-8 ans, moi, c'est mon parrain qui habitait à San Diego puis qui m'avait dit à ma fête, j'aimerais ça t'acheter un chandail des Chargers. Puis je sais que tu écoutes les matchs parce que j'habite à San Diego puis tu veux suivre le football. Mais là, LaDainian Tomlinson a une saison phénoménale. Je pourrais t'acheter un chandail de Tomlinson. Et une des plus grandes erreurs encore à ce jour, j'ai décidé d'opter pour un chandail de Philip Rivers que je porte aujourd'hui, mais que je porte très rarement. Tu sais. Il était très bon, Rivers. Il était très bon, il y avait une motion de lancer pas super, mais il était efficace. Tu parlais tantôt de les partisans qui changent d'équipe et tout ça. Dirais-tu quand même que il y a eu une vague autour de Laurent Duvernay-Tardif quand il est arrivé dans la NFL, quand il a remporté le Super Bowl avec les Chiefs, où beaucoup ont, sans nécessairement changer d'équipe, mais il y en a beaucoup qui se sont ralliés derrière les Chiefs
Et encore aujourd'hui, on retrouve beaucoup de ce groupe de partisans-là autour des Chiefs, notamment grâce à ce que Laurent a amené à l'époque. Ben, oui, je pense qu'il y a une portion qui revient, évidemment, l'engouement de voir un Québécois être partant dans la NFL, qui a fait tout son football au Québec. La fierté locale étant ce qu'elle est, ben, les gens ont commencé à suivre. Ça a aussi concordé avec l'arrivée de Patrick Mahomes. Aussi. Les Chiefs qui deviennent une des meilleures équipes de la NFL. Puis on l'avait vu à l'époque avec les Patriots. Tu étais fan de foot pour le fun, mais t'arrives et tu dis... je prends les Pats. Ouais, c'est un peu facile. Fait que là, Quand tu même. dis, ben garde, je veux dire, je vais compter pour eux. Mais là, l'idée, quand Laurent est arrivé, ben, ça l'a amené un engouement. Mahomes arrive, l'équipe est bonne, ça l'amène beaucoup, beaucoup d'engouement. Puis tu sais, à l'époque, quand Laurent est arrivé, ben, il y en avait eu, mais pas énormément de Québécois dans la NFL. Là, de plus en plus, t'en vois. T'en vois de plus en fun, plus. Là, Mathieu Bergeron. C'est ça, Mathieu Bergeron, Benjamin Saint-Just. Tu sais, des gars qui évoluent à ce niveau-là, puis qui connaissent du succès. Anthony Auclair a joué aussi longtemps. Fait que t'en vois de plus en plus de joueurs qui ont ces opportunités-là. Fait que ça va ouvrir la porte. Là. Cette semaine, j'ai pas le choix de t'en parler parce que c'était le Super Bowl quand même. Eagles et encore Chiefs. Ouais. Puis, je veux savoir comment maintenant que ça fait quelques années de ton expérience de cette semaine-là. D'ailleurs, j'ai pas trouvé, puis ça c'est une opinion personnelle, j'ai pas trouvé que l'engouement autour du Super Bowl cette année était aussi fort, j'ai l'impression, que lors des dernières années. Je sais pas si on perd une certaine magie autour du fait que ce sont souvent les mêmes équipes qui reviennent au cours des dernières années, notamment les Chiefs, mais quand même, comment tu as consommé ce Super Bowl-là? Est-ce que tu restes quand même comment je pourrais dire ça? Un fan? Un fan, avoir un sentiment d'appartenance un peu pour les Chiefs, notamment parce que tu as vécu ce Super Bowl-là en 2020? Pas vraiment, dans le sens, tu sais, moi j'ai toujours vu je me suis promis quand je travaillais dans le sport professionnel d'essayer de garder le côté fan de foot que j'ai toujours eu, tu sais. Puis c'est tough parce que quand t'es dans la business du sport, tu vois ce qui se passe en arrière-scène, tu sais. Fait que, tu sais, je dis à la blague, je suis fan des Chargers. J'ai déjà eu un client avec les Chargers, Ryan Hunter, puis je me suis dit, hey, j'espère qu'ils vont bien faire les choses parce que si ils font des moves vraiment que je trouve pas super, ben ça va peut-être affecter l'espèce de côté enfantin de genre j'aime l'équipe et je reste fan. Mais ils ont bien fait ça, fait que j'étais content. Mais non, tu sais, moi j'étais vraiment plus en mode fan du Super Bowl, fan de foot. Même je trouvais que je suis quand même heureux dans le sens de voir un peu de changement dans les gagnants. Tu sais, je pense qu'une équipe gagne 3 fois de suite le Super Bowl, comme une équipe gagnerait 3 fois de suite un championnat. C'est bon, mais c'est pas bon non plus. Tu as besoin d'amener du nouveau, du changement. Je pense aussi que les saisons que les Chiefs ont eues, quand on explique le manque d'engouement, je pense que les gens ont vu que la saison que les Chiefs ont eue cette année, c'était une saison un peu bizarre. Ils ont gagné des matchs de façon in extremis par des affaires. Le placement bloqué notamment. Placement bloqué, des calls douteux d'arbitrage que tu te dis, ouais, ça c'était pas super. Des passes échappées comme, mettons, comme Buffalo, je dis Kincaid aurait dû attraper le ballon. Fait que je pense qu'à un moment donné, il y avait beaucoup aussi d'engouement avec l'effet Taylor Swift, il y a beaucoup de fanfare autour de l'équipe. Donc, j'ai senti que les gens étaient un peu tannés de ça. Puis t'avais aussi les Eagles que c'est un peu moins vu, mais ils ont quand même fait le Super Bowl plusieurs fois dans les dernières années. T'sais. Vraiment, mais ils ont gagné avec Nick Foles notamment. Ils ont perdu il y a 2 ans contre les Chiefs. Fait que c'est quoi, 3 fois en 7 ans? 3 fois en 7 ans. C'est quand même beaucoup. Fait que je pense que ça explique en partie pourquoi il y a eu moins d'engouement pour le Super Bowl cette année. Moi aussi, je l'ai senti. Il y avait un peu moins de comme, oh wow, quel match, j'ai hâte. C'était différent. Tu deviens comme le vilain un peu aussi quand t'accèdes au Super Bowl pendant un nombre d'années consécutives. Je pense pas qu'on avait autant de dénigreurs des Chiefs, disons-le ainsi, au début, lors de leur première victoire, lors de la victoire de Laurent aussi. Qui était leur première victoire. Qui était leur première victoire, exact, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai comme l'impression que de plus en plus, comme on l'a fait un peu avec Brady, au fil des années, il y a certains partisans qui apprenaient à détester les Pats parce que on les voyait souvent au Super Bowl. On a vu Brady remporter souvent le trophée, le joueur par excellence. Il y a eu des scandales pareils aussi avec filmer les autres le ballon dégonflé. Il y a eu des affaires qui rendaient ça rendait difficile à aimer les Patriotes. J'ai des chums qui sont fans des Pats, puis c'est comme là, je sais comment vous vous sentez avec nous autres, mais je sais que je le sens envers les Chiefs. Les Chiefs, c'est pas les mêmes enjeux, mais je pense qu'il y a plus cette fatigue-là qui s'installe. Fait que c'est bon d'avoir du nouveau, puis comment ça peut se développer à ce niveau-là. Quand tu regardes la finale, tu as regardé la finale, je vais te donner mon opinion, mais je suis curieux d'entendre la tienne. Moi, en tant que partisan, puis en tant que partisan des Chargers, là, mais
je voulais un match qui était serré, peu Ouais, importe moi le aussi. gagnant. Parce que Ah oui. quand t'es pas partisan d'une des deux équipes, je comprends quand t'es partisan des Eagles ou des Chiefs, mais quand t'es partisan d'aucune des deux équipes, t'espères avoir un bon match. Dirais-tu que c'est tristement un des moins bons matchs au courant des dernières années dans la NFL en tant que Super Bowl? Puis moi, ce que je voulais, c'était un match serré, peu importe le gagnant. Là, tu comprends? C'était pas bon, c'était poche comme match. Tu sais, je veux dire. C'était une domination complète. Là. Ça disant c'était poche. Les Eagles ont super bien joué. Ouais. Tu sais, je veux dire, leur Une défensivement... clinique de football, là, on s'entend. Hey, ils ont coaché. Tu sais, moi, je me suis trompé royalement. Je pensais que les Chiefs allaient gagner. Ouais, moi aussi. Puis, je veux dire, les Eagles ont dominé. Ils ont gagné au final par 18, mais ils ont gagné par bien plus que ça. Là. Tu sais, les points à la fin, il y avait leur backup sur le terrain. Puis... Mais c'est juste, un match comme ça, c'est jamais bon quand c'est autant pas serré dès le début. Fait que pour l'expérience de partisan, même s'il y a beaucoup de points qui se marquent, je te dis, c'était quoi? C'était 24-0 24-0. à la demi? Ouais, à la mi-temps. Puis là, tu te dis, ben, est-ce que Mahomes va faire un Brady puis revenir du 28-3? Puis, Mais tu vois, on dirait que j'étais moins confiant cette fois-ci que je l'étais avec Brady contre les Falcons. puis même, j'écoutais le match avec des chums, Laurent était là, puis je disais, hey, mais vous perdez quand même 24-0 contre Houston en 2019. Ouais, c'est vrai. En 2020, C'est c'est-à-dire. vrai. Puis il dit, ouais, mais c'était tôt dans le match. Ouais. Il dit, tu sais, c'était au premier quart, c'était pas début de deuxième, c'était pas à la mi-temps. Puis on le voyait avec la tendance du match aussi. Mahomes quand- avait tellement de pression rapidement. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est la ligne offensive ou c'est un peu plus la performance de Pat Mahomes en général? Ben, moi, je pense que c'est un peu de tout, tu sais. Ils ont été out-coach, les Chiefs. Ouais. Les Eagles les ont out-coach. Moi, Ça, je c'est rare que ça C'est arrive. rare. Moi, je mettais l'avantage du coaching sur les Chiefs par leur expérience. Mais Vic Fangio étant ce qu'il est, Ouais. quand, tu sais, on en parlait en ronde hier, je dis, au foot, là, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Si tu es capable d'amener une pression à 4 aussi efficacement que les Eagles ont fait, donc ne jamais devoir blitzer, Exact. les chances de perdre se réduisent énormément. Parce qu'au final, tu t'amènes ta pression à 4, ils jouent en zone. Fait que les zones sont couvertes une fois de temps en temps le match. Je pense qu'ils ont joué man une ou deux fois. Là, c'était vraiment. Maximum. Là, qu'il y a que du maximum. zone. Ouais. Ben, il y avait nulle part. Ses premiers reads étaient pas dispo. Mahomes, c'est-à-dire, ses premiers reads n'étaient pas dispo. Puis là, il gardait le ballon trop longtemps. Puis la pression se rendait. Fait que oui, la O-line n'a peut-être pas eu son meilleur match. Mais c'est drôle. Contre Houston puis contre Buffalo, ils ont quand même tenu le fort bien. Fait que c'est pas vrai que la O-line n'était pas bonne. Mais les Eagles ont fait de quoi ce match-là qui les ont déstabilisés complètement. Puis habituellement, quand tu regardes un match, tu dois te dire OK, quand il y a un match aussi serré, parce qu'il y avait beaucoup de talent chez les Eagles comme il y avait du talent chez les Chiefs de Kansas City, tu te fies un peu à la position de carrière. Ouais. Tu te dis c'est qui le meilleur carrière entre Ouais. Hurts et Mahomes. Dans le cas-ci, c'est Mahomes. Tu te dis après ça, c'est qui le meilleur entraîneur-chef dans les deux qui sont disponibles et tu n'as pas le choix de donner l'avantage à Andy Reid. Ouais. Dans une situation où c'est autant serré, côté effectif, côté joueur, Ouais. moi, de mon côté, c'était une victoire des Chiefs par une possession parce que je donnais l'avantage au coaching staff, je donnais l'avantage au corps arrière. Puis c'est le même que je voyais le Super Bowl avant. Ouais. Mais finalement, j'ai mangé une claque d'en face quand j'ai regardé le Super Bowl parce qu'il y a eu une domination complète des Eagles. C'était fou. Puis tu sais, moi j'avais mentionné, je pensais que les Chiefs allaient fermer Saquon. Ils l'ont Ouais. fait. Tu sais, ils ont quand même limité Ah non, Saquon. c'est- Ça a été bien réussi. Sauf que Hurts a bien joué. La couverture homme à homme, les Chiefs ont joué beaucoup. Ils ont réussi à capitaliser avec des passes, mais il y a aussi eu des turnovers. Tu sais, un pick six, une autre interception à l'intérieur de la ligne de 20. Ouais. Comme l'offensive a bien joué, mais ils n'ont pas eu à faire énormément de choses non plus. Dans le sens, ça l'a bien. La défensive a tellement fait un bon travail de les mettre en bonne situation sur le terrain que ça les a beaucoup facilité la tâche. Au lieu de descendre 90 verges à chaque fois, t'en descends 40. Puis si tu m'avais dit avant le Super Bowl que Vic Fangio était 0-8 contre Pat Mahomes, et quand 0-8 contre Pat Mahomes, et qu'en plus, Saquon Barkley allait finir le match en bas de 100 verges, je t'aurais dit donne la victoire aux Chiefs. Je pense que beaucoup de Évidemment, gens là. pensaient ça. Mais ils ont choisi. C'est comme si toutes les petites victoires bizarres qu'ont eu les Chiefs Ça les durant a rattrapés l'année, à la là, ça fin. les a rattrapés. Oh, ouais. Ça les a rattrapés parce que là, il n'y avait rien. Tu sais, premier à drive, Ouais. le pass interference sur AJ Brown, là, j'étais pas content. J'ai dit, ce call-là, il est faible. Là. J'ai dit, vous n'allez pas commencer ça. Là. Le quatrième essai de caller, tu sais, c'était un catch en plus, tout. Ouais. Mais là, à part ce call-là, le reste, ils n'ont pas eu vraiment d'avantage de drôle, de bizarre de call. Ça a bien été. Fait que non, je pense que j'aimerais quand même l'année prochaine voir du 109 au final du Ouais. Super Bowl. Là, tu sais. Ouais. Détroit ont été très décevants en série. Est-ce que l'année Mais ça. prochaine, ils vont se reprendre? En même temps, ils ont perdu beaucoup de leur coaching staff tu sais, avec les changements. Ça, je suis curieux par contre. Puis écoute, je t'amène à un endroit où on l'avait pas préparé à l'avance, là, mais
de voir les entraîneurs, les coordonnateurs Ouais. offensifs, défensifs, Ouais. déjà négocier avec certaines équipes durant les éliminatoires. C'est Mal quelque chose fait, qui te hein. dérange? Moi, je trouve que ça, c'est le bout qui est mal fait en raison de l'horaire de NFL en général. Parce que Ouais. ce qui arrive, c'est que la saison commence début septembre. Ouais. Elle dure, il y a 17 matchs, donc 18 semaines. Tu arrives en série. Le Super Bowl est début février. Le Combine est dans 2 semaines. Ouais. Donc, d'attendre que les séries se terminent pour permettre aux équipes d'interviewer tout le monde ne laisse pas assez de temps en vue de ta préparation de repêchage. Puis après le Combine, tu as les Pro Day, tu as le repêchage, tu as les OTAs. Fait que un calendrier de foot, là, c'est long. Parce que la saison est courte, mais tu sais, mettons, je vais prendre l'exemple d'une équipe comme les Jets ou les Bears qui remplacent leur entraîneur-chef. Les OTAs vont commencer début avril. Fait que les joueurs sont dans le building volontairement, ils sont pas obligés, mais début avril jusqu'à mi-juin, pause, mi-juillet, ils reviennent pour le camp d'entraînement, puis sont là jusqu'en janvier. C'est pas beaucoup. Non. Donc, oui, je trouve ça poche que ça soit fait de même, parce que je pense que ça amène une grosse distraction durant une période de séries éliminatoires. Puis, oui, les coachs, des professionnels et tout, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, tu dois te préparer pour les entrevues. C'est la job que tu veux depuis toute ta Exact. vie. Tu te prépares, tu rencontres, même si c'est des zooms, il faut que tu fasses bien, ça t'enlève de ta préparation. C'est sûr que ça a un impact là, à ce niveau. Juste Ben Johnson, l'annonce a été faite le lendemain de la défaite des, Oui. des Lions. T'sais. Puis là, Puis il a mal on- coaché. Ben, tu sais, il n'y a pas eu un il n'y super a pas match. eu un là. super match contre les Commanders. Là, mais là, tu te poses des questions. Tu te Aaron dis, Glenn non plus, d'ailleurs. Non, d'ailleurs. Quand ça fait 2 de même aussi, puis je sais pas si ça donne un avantage aussi à certaines équipes d'avoir de la stabilité. Parce que pour plusieurs, avoir un coordonnateur offensif qui, tu le sais que lui, il est intéressé Ouais. à rester au sein de ta formation, qui excelle, ça peut peut-être donner un avantage à certaines équipes, comme les Chiefs notamment. Ouais. Là. Tu sais, les Chiefs ne perdront pas un coordonnateur offensif ou un coordonnateur défensif durant l'entre-saison. Alors, ils ont quelque chose sur quoi bâtir et ça peut amener de la stabilité, à mon avis, au sein de l'équipe. Là, de toujours avoir la même personne qui fait le travail derrière le banc. Oui, ça reste que les bonnes équipes, tu sais que tu vas perdre ton staff à un moment donné parce C'est qu'ils sûr. vont avoir des jobs ailleurs. Ouais. Ben, je sais pas c'est quoi la solution parce que les gens, ils ont raison de se plaindre là-dessus sur le timing de ces embauches-là. Mais à moins si tu retardais le repêchage puis tu retardais le combine, mais sauf que tu vas retarder les OT, comme tout va être décalé puis ça va impacter le début de ta saison. C'est là les enjeux. Fait que je pense pas qu'il y a de solution à court terme. Puis je pense que les bonnes équipes vont falloir qu'ils se préparent à vivre avec ça, que s'ils ont des bonnes saisons, mais leur coordonnateur offensif, défensif ou autre assistant coach vont avoir des entrevues pour des postes. Puis c'est à eux de s'assurer d'être prêts puis que ça soit pas une distraction. Mais tu as le temps de te préparer à ça parce que tu le vois venir. Ben, c'est un peu peu avant. ça, comme je veux dire, à un moment donné, c'est pas tout est parfait, là. Fait que t'as pas le choix d'assumer que, tu sais, je me mets à la place des Lions de Détroit cette Ouais. année. Tu sais que tu viens d'avoir une super saison. Bon, au dernier match de l'année, c'est là qu'ils ont décidé de gagner la division, là, parce qu'avant Ouais, ça, ouais. ils savaient pas. Exact. Fait que là, ils gagnent, ils savent qu'ils ont un bail. Ben, c'est sûr qu'il faut que ton plan de match soit fait en sachant que Johnson et Glenn vont avoir des entrevues. C'est ça. Je pense pas que ça devrait jamais être une excuse. Faut que tu te prépares, mais je peux comprendre pour le partisan des Lions qui voit ses coachs, leur coach aller interviewer partout. Puis là, tu vois le match, puis tu te dis, ils se sont fait complètement dominer par les Commanders. Ben, tu te dis, ben, il y a peut-être quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, Ouais. il y a quelque chose de quoi, il y a des distractions, c'est pas correct. La saison qu'on a eue, on mérite d'avoir la concentration focus sur nous. Oui, mais ça reste que faut que tu t'adaptes parce que c'est ça la réalité actuelle. Je vais terminer en te parlant du Super Bowl, en te parlant de ton expérience que tu as Ouais. vécue. Tu étais quand même sur place. Ouais. On parle souvent à quel point le Super Bowl, c'est complètement différent d'un autre match Ouais. de la saison régulière ou d'éliminatoire. Ouais. Tu as vécu une victoire acquise ici en éliminatoire Ouais. et tu as vécu le Super Bowl. Ouais. Les différences entre les deux matchs, c'est complètement... Le niveau, mettons, le temps Ouais. durant le match, qui est plus long un Super Bowl. Ouais. L'expérience que tu as vécue sur place, qui n'est pas la Ouais. même parce que tu joues ici ou Ouais. tu joues en finale d'un Super Ouais. Bowl. Parlez un peu de cette différence-là entre les deux expériences. Est-ce que toi, de ton côté, tu as plus apprécié un Super Bowl sachant que c'était le match ultime ou tu as plus apprécié Hmm. un match acquis ici en éliminatoire sachant que c'était directement chez les Chiefs? J'ai vécu les deux. J'ai vécu toutes les séries éliminatoires à Kansas Ouais. City en 2020. Fait que la victoire contre Houston en Divisional Round, puis ensuite la victoire contre Tennessee, et ensuite le Super Bowl. Je te dirais que c'est des matchs complètement différents. Fait que le AFC Championship à Kansas City, quand ils ont battu les Titans, va rester un de mes meilleurs souvenirs sportifs Ouais. à vie. L'ambiance, l'engouement, de voir un stade. Tu sais, les Chiefs, ça faisait quoi? 40 ans qu'ils n'avaient pas fait le Super Bowl? Ouais. C'était énorme, là. 50 ans même peut-être. C'était vraiment quelque chose. Fait que c'est comme
finalement, on s'en va en finale du Super Bowl. Genre, tu le sentais dans les estrades, les gens, ils capotaient. Là. Ah, puis quand t'es partisan depuis longtemps en plus, là. C'est comme ce Canadien de Montréal. Tu sais, quand on a vu notre. Ouais. Tu sais, C'est dommage parce que c'était l'année pandémique, là, mais tu sais, mais imagine si le Centre Bell il est plein, Hey, puis c'est- tu sais, ça doit être incroyable, là, tu sais. parce que le fanbase là-bas est aussi gros que n'importe quel, mettons, comme le fanbase du Canadien Ah, de Montréal. oui, Dans la oui, NFL, chaque club a son fanbase qui est aussi intense que le Canadien, par exemple. Ouais, peut-être pas Jacksonville, Ouais. tu sais, peut-être des clubs que je fais des exceptions, mais oui, la NFL c'est tellement fort que, mettons, Kansas City, Kansas City, c'est une grosse ville de sport, là, en Ouais. passant, là. Ouais. Même les Royals, comme, ils aiment, là. Mais les Chiefs, c'est spécial. Le Super Bowl, là, c'est comme un gros événement. C'est de l'événementiel, c'est pas du sportif. C'est de l'événementiel. Fait que tout ce qu'il y a autour, tu sais, les retombées économiques, je pense que c'était à Vegas, c'était 1 milliard, C'est incroyable. tu sais, de genre les C'est gens une qui machine à viennent. cash, Fait hein. que les gens qui proviennent de partout, parce que le Super Bowl, c'est pas nécessairement des gens locaux qui achètent, c'est beaucoup des gens qui vont acheter des billets pour aller voyager vers le match Ouais. parce qu'ils veulent. Puis c'est des gens de partout. Moi, j'ai aimé beaucoup de voir comme l'expérience NFL, le NFL Experience qu'on appelle, que c'est comme littéralement le Palais des Congrès au Stade olympique qui remplissent de plein d'activités, kiosques. Écoute, on a passé, moi, mes chums, ma blonde, on a passé là, peut-être l'après-midi au complet. Tu sais, comme juste de vivre ça, plein de Aïe, choses. aïe, c'est C'était débile. vraiment Ouais. cool. Après ça, ben, tu vas au resto, tu te profites de la ville. Le lendemain, ben, au match, il n'y a pas vraiment de tailgate. Moi, c'était à Miami. Il n'y avait pas vraiment Ouais. de tailgate autour. C'était vraiment, tu stationnes à ta passe de parking. Puis après ça, tu rentres dans le stade. Puis autour du stade, il y a des tailgates pré-organisés d'événements, là, tu sais, de plein de kiosques. Fait que c'était très clé en main. Puis dans le stade, durant le match, l'ambiance, c'était vraiment moins intéressant que l'AFC Championship. Tu sais, c'est comme si le Canadien, en finale de la Coupe, les billets coûtaient 10 000 $ pour aller voir le billet, pour ça. aller voir le match, puis que c'est joué... Bon, ouais, c'est joué tu sais, complètement ailleurs, là. Complètement ailleurs, puis là, c'était le plus gros happening sportif, tout le monde de partout. Fait que ça donne une vibe beaucoup plus corporative, beaucoup plus vedette, beaucoup plus... tu sais, je veux aller là parce que j'ai les moyens pour me le payer. Puis il y avait des fans, mais ça reste, c'était pas, tu sais, il y avait des fans des Niners, des fans des Chiefs, Ouais. puis le reste, c'était comme, ben, fans de sport / Jean Fortuné. Ouais, Jean Fortuné. Ouais. Beaucoup. C'est ça. Mais beaucoup. Mais en même temps, quand je regarde ça, ce qui s'est passé, c'est complètement débile pareil comme événement. Mais les billets pour le match de cette année ont diminué à l'annonce des deux équipes, Eagles-Chiefs, parce que notamment les hôtels coûtaient beaucoup plus cher en Nouvelle-Orléans que peut-être ce qui aurait coûté à un autre endroit. Alors, puis souvent, ce sont les deux équipes aussi qui s'affrontent au Super Bowl. Ça se peut très bien qu'un Super Bowl Chiefs-Eagles, qui est une reprise il y a 2 ans, crée un moins gros engouement, contrairement à un autre Super Bowl où c'est deux nouvelles équipes qui ne sont pas rendues depuis longtemps. Là. Je pense que oui. Tu sais, l'espèce de fatigue qu'on parlait tantôt, là, il y avait moins d'engouement. Ouais. Puis ça s'est senti aussi dans les billets de match. Je pense que les prix des billets ont baissé de comme 58% dans la dernière semaine, tu sais, dans Ouais. les reventes. Exact. Fait que les gens, la NFL fait moins d'argent. Non, parce que la NFL a vendu leurs Ouais. billets. C'est pas eux, c'est les revendeurs que Qui font moins les d'argent. prix ont baissé beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est l'année prochaine. La finale, c'est, je sais pas moi, Bills contre Lions. Là, je pense que tu Je pense vas que les voir- billets vont augmenter. Ils vont exploser. Ils vont là. exploser, c'est T'sais. sûr, parce que c'est deux nouvelles équipes qu'on n'a pas vues depuis un bon moment. Non, c'est ça. C'est sûr, là. C'est ça. Puis tu sais, comme, sans enfoncer le clou trop loin, Ouais. il y a quelque chose, il y a quand même une question à se poser si t'es Patrick Mahomes, OK? Parce que quand tu regardes, admettons, il y avait des blagues là-dessus, tous les États-Unis veulent que les Eagles gagnent, sauf la petite portion du Missouri, Kansas, que c'est Kansas City. Mais en même temps, j'essaie de repenser à des dominations de d'autres. Tu sais, Brady, il était polarisant, mais je trouve moins que ça. T'avais quand même des gens qui aimaient les Pats de d'autres endroits. Ouais. Michael Jordan, je veux dire, les gens voulaient qu'il gagne. Même si Le c'était monde 3 de suite, là, l'adorait. les gens l'adoraient. Fait que je pense comme athlète, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens, tu sais, ils m'aiment pas à ce point-là versus, admettons, je prends un Josh Allen, je pense qu'il y a comme plus d'amour, entre guillemets, autour du pays pour quelqu'un comme lui. C'est intéressant, ça. Mais c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est pas qu'il je pense que c'est beaucoup dans la perception, puis si je fais un gros parallèle, je te change en gauche, mais un athlète récemment qui a beaucoup changé sa perception publique, énormément, là, il a fait un 180 degrés, c'est Bryson DeChambeau. Ouais. OK, Bryson DeChambeau est passé d'un athlète, d'un golfeur que les gens n'aimaient pas. Il y avait cette espèce de rivalité avec Koepka. Ouais. Il part à la LIV
encore plus, Ça avait été mal vu, mal encore perçu. plus de là. raisons de ne pas l'aimer. Et là, tout d'un coup, il fait ses vidéos en ligne, il fait ses stunts de réseaux sociaux. On voit le côté plus comme humain de la personnalité. Ouais. Et là, tu te dis, hey, quand même cool. Puis quand il a gagné US Open, tout d'un coup, les gens, ils comptaient pour lui, puis c'était comme... Commencer à l'aimer. Tu sais, il y avait quelque chose de particulier là-dessus. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va exceptionnellement pas avoir d'invités, mais dans les prochaines semaines, on aura des invités chaque semaine et tout ça pour parler d'un sujet en particulier. Mais là, comme c'est la première, et que là, il y a une grosse nouvelle qui est arrivée la semaine dernière dans la Ligue nationale de hockey. On a annoncé, Sacha, l'augmentation du plafond salarial pour les 3 prochaines années, et je voulais qu'on en parle. Ouais. Parce que souvent, on se dit, bon, on va pouvoir signer un joueur plus cher, le plafond augmente, mais qu'est-ce que ça vaut exactement? Et au lieu de regarder le chiffre, peut-être regarder le pourcentage de ce que ça représente sur la masse salariale. Juste pour donner des chiffres, là, la masse salariale est à 88 millions de dollars en ce moment dans la Ligue nationale. Va augmenter à 95,5 millions l'an prochain. En 2026-2027, 104 millions. Et en 2027-2028, 113,5 millions de dollars. Je trouve ça énorme. Puis j'ai jamais vu la Ligue nationale augmenter son plafond salarial autant en un espace de 3 ans. Qu'est-ce que ça représente et pourquoi on y va de cette avenue-là? Je sais que durant la pandémie, on avait décidé de ne pas augmenter le plafond salarial, mais pourquoi? Sachant aussi que les chiffres à la télévision diminuent, mais qu'il y aura un nouveau contrat à signer pour les droits télévisuels, on décide d'augmenter le plafond salarial de cette manière-là. Ultimement, ça veut dire que les revenus augmentent. Ouais. La façon que le plafond salarial fonctionne, c'est qu'il est déterminé en fonction d'un partage de revenus. Fait que le plafond salarial, c'est la portion du partage, entre autres, qui vont aux joueurs. Ouais. Donc, quand les joueurs, les revenus de la Ligue augmentent, la Ligue a l'obligation de partager une portion de ces revenus-là avec les joueurs et donc la masse salariale va augmenter. Fait que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les revenus à travers la Ligue sont en croissance. Parfait. Ça peut être attribué, exemple, à Prime qui embarque les lundis soirs. Ça peut être attribué à panoplie de différentes raisons. Mais ça veut dire que la Ligue est en bonne santé. Puis je pense qu'avec les renouvellements contre télé qui sont prévus pour 2026, ben, ça va avoir un autre impact, selon moi, positif. On parle à peu près d'une augmentation un petit peu en bas de 10% par année. Exact. Tu sais, sur 3 ans. Fait que ça, c'est quand même très intéressant parce que tu vas dire, waouh, là, on est 88, puis on passe à combien dans 3 ans? On passe à 113? dans 3 ans, à 113. 113. Fait que c'est une augmentation de 25 millions sur 88. C'est presque c'est un peu moins que le tiers. Le tiers. D'augmenter. Fait que c'est énorme, là. Fait que ce que ça va faire comme impact, c'est que moi, là, je vais te dire, ben, FX, j'ai toujours quelque chose qui m'a toujours gossé, excuse-moi, c'est quand on analyse des contrats sur la base de la valeur. On s'en fout de la valeur. Ce qu'on veut, comme partisan, je parle. Mettons, tu suis le Canadien, puis tu te dis, hey, c'est un bon contrat ou pas. Ça va être quoi le pourcentage du contrat sur la masse salariale? C'est ça qu'il faut regarder. Sur le plan. C'est ça que tu dois regarder. Et c'est ça l'analyse qui est le fun à faire dans ton analyse, de regarder est-ce que l'équipe a des bons contrats ou pas. Fait que, exemple, Slavkovski, qui a signé pour quoi, 7? 7.6. Ouais, pour un contrat de 8 ans qui va débuter l'an prochain. 7.6. Fait que déjà l'an prochain, son pourcentage de cap va diminuer par rapport à ce qui est. Fait que 7.6, admettons, on va faire l'exemple. Sur 88 millions, OK? C'est peut-être 9%? Ouais. À peu près? Environ. 7.6 sur 113 millions. J'ai pas une calculatrice devant moi. Non, mais c'est pas beaucoup, là. Mais là, il vient de descendre de quoi? Je veux dire, on est-tu à 5%? Énorme, j'y vais. Tu sais, 7.6 divisé par 113. Ouais. C'est énorme, c'est sûr. Tu sais, je dis. Puis Kent Hughes est un ancien agent de joueur aussi, il faut tenir en compte de ça. Lui, il est bon pour, mathématiquement, signer ses joueurs à un faible coût et de voir l'impact à long terme. Puis c'est win-win. Parce que Slavkovski a sécurisé un gros montant tôt. C'est 6,6% de la masse salariale, ce qui est vraiment pas énorme. 6,6. Puis là, tu prends le 7,6 puis divise-le par 88 pour voir. Juste pour qu'on ait les chiffres exacts. On va 8%. 8%. Fait que déjà là, avec le même contrat, tu viens de le baisser un peu. Là, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas énorme. C'est pas une grosse diminution. Mais si tu fais ça pour tout d'un coup, Suzuki, ça va avoir le même genre de diminution. Caulfield va avoir le même genre de diminution. Goulet va avoir le même genre de diminution. Fait qu'à un moment donné, tu accumules tout ça,
tu viens de te créer de l'espace de la masse salariale en sécurisant des joueurs long terme qui, eux, sont contents parce qu'ils ont reçu une bonne somme d'argent sécurisée tôt dans leur carrière. Et toi, tu sais que le plafond va augmenter éventuellement aussi. Là. Puis dans les négociations, c'est sûr que ça se joue. Là. Et écoute, je voulais pas aller là, mais un gars comme Lane Hudson, Ouais. qui lui, à la fin de la saison, pourrait signer une extension à partir du 1er juillet 2025. Et chez le Canadien, en fait, dans les médias, on parle beaucoup de la règle salariale du Canadien qui est de ne pas gagner plus que Nick Suzuki parce que c'est le capitaine de l'équipe. Mais avec l'augmentation du plafond salarial, si Lane Hudson signe en dessous de Nick Suzuki, pour moi, ça, côté pourcentage dans les prochaines années, c'est pas rentable pour un gars comme Lane Hudson de signer ça. Mais si tu regardes dans les prochaines années, tu te fies au pourcentage sur le cap pour gagner un peu plus que Nick Suzuki à long terme. Autour de 8.2, 8.3. Puis quand on regarde les tendances dans la Ligue nationale, les jeunes défenseurs courant les 2 dernières années, il faut dire que le contrat de Nick a été signé en 2021. Ouais. Cette nouvelle tendance-là nous amène à Lane Hudson à 8,5 millions de dollars environ. Ouais. Puis Parce que tu dois regarder au moment où Nick Suzuki a été signé, quel était le pourcentage. Exactement. Puis là, il y a toute la question de la question de base. Ton barème, c'était Nick Suzuki. Ouais. Mais est-ce que dans un an ou deux, tu vas dire Hudson est un joueur qui a plus de valeur pour toi que Nick Suzuki? Je te dis pas que c'est le cas, mais il y a une question qui va se poser. Et là, tout d'un coup, est-ce que ton échelle passe de Suzuki à Hudson? Tu sais, si on avait un Kyle McCarr dans notre équipe à Montréal, là, il y aurait quand même une question à se poser. C'est qui ton numéro 1? Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient Kyle McCarr et il n'aurait pas tout à fait tort. Non. Là, Hudson, il faut voir qu'est-ce qu'il va devenir. Mais oui, je pense que l'argument à utiliser si tu veux respecter cette logique-là de Suzuki, mettons tu gardes Suzuki comme ton barème, mais il faut que tu regardes quoi le pourcentage de cap que Suzuki gagnait en 2021 qu'il a signé. Exact. Et c'est là qu'en faisant l'exercice, tu te dis, regarde, on veut pas que personne dépasse 11% du cap. OK. Correct. Ben, si tu signes Hudson, mettons que c'est ça, tu le signes à 9,5 millions, il fait plus que Suzuki. Fait plus que Suzuki, mais peut-être qu'au moment d'avoir signé son contrat, le pourcentage du cap était plus élevé dans le cas de Nick Suzuki. C'est ça. Exact. C'est de regarder à long terme, selon le pourcentage du cap salarial que tu as et au moment que tu as signé les joueurs. Et à ce moment-là, Nick Suzuki avait été signé par Marc Bergevin aussi, qui est un autre directeur général du Canadien, et non Kent Hughes. Ouais. C'est pas Kent Hughes qui a donné l'argent à Nick Suzuki, mais on a voulu quand même se fier à ce barème-là, à cette limite-là du cap salarial, pour ne pas qu'un joueur gagne plus que Nick Suzuki. Puis en même temps, Laine gagne plus que Suzuki. Il gagne plus que Suzuki. Puis ils vont dire, ben, c'est pas un contrat qu'on a donné, on veut l'essayer, puis il n'y a pas d'enjeu dans le vestiaire, les gens comprennent. Puis à un moment donné, avec l'inflation puis l'augmentation de la masse salariale, si le Canadien veut rester compétitif, la réalité, je vais être bien honnêtement, s'ils utilisent Suzuki comme personne ne va dépasser le chiffre de Suzuki dans nos contrats, ben on va être en reconstruction pour les 15 prochaines années. Exact. Parce que le pourcentage de la masse salariale sera très peu élevé. On sera zéro compétitif. Fait que pour moi, cet argument-là va être amené à changer. Il va changer organiquement. Suzuki, son contrat expire en quoi, 2027-2028? Ouais. Un bon timing pour lui. Lui, là, il va renégocier quand la masse salariale va être rendue. Fait que au niveau. Fait que c'est aussi ça, la Canadienne, ce qui leur a permis de faire, c'est que ça leur permet d'avoir une meilleure idée de c'est quoi la masse salariale à ce moment-là et de pouvoir organiser la future structure de leur club. S'ils veulent garder Suzuki après la fin de son contrat, c'est sûr que son augmentation va être significativement supérieure parce que s'il veut garder un pourcentage de cap similaire ou même plus, ben, ça va monter. Mais il faut regarder le pourcentage du cap. Moi, ce que j'aimerais que les partisans fassent, puis même moi, des fois, comme fan, tu te fies au chiffre, tu dis ça n'a pas d'allure, il gagne tant. Arrêtons de regarder le chiffre. Regardez c'est quoi le pourcentage de la masse salariale. Et à partir du moment que tu fais ça, puis même l'exercice qui est le fun à faire, un jour je pense qu'on aimerait ça le faire, c'est prendre des équipes championnes des dernières années, puis faire l'exercice en fonction de contrat, valeur, puis pourcentage du cap, puis voir comment c'est attribué partout. Puis oui, la mathématique sont des mathématiques. C'est sûr que quand tu compares au sein de même équipe, ben, celui qui est plus payé a un plus gros pourcentage. C'est pas tant ça va varier. Mais quand tu compares d'équipe en équipe, c'est là que tu peux voir comment que les équipes montent leur structure. Exemple, Toronto, avec Matthews, Marner, Tavares, Nylander, puis Riley, je pense qu'ils sont au-dessus de 55% de leur masse. Le Lightning ressemble à ça aussi. Le Lightning a tout investi sur ses 2 premiers trios, 3 défenseurs, un gardien de but. Et quand tu regardes
la masse salariale de son troisième et quatrième trio. J'ai pas le pourcentage en cap, mais je peux te dire que c'est 5 millions de dollars sur la masse salariale. C'est très, très peu parce qu'on a décidé d'investir sur le top 6, C'est ça. 3 défenseurs et un gardien de but. Ouais. Fait que c'est là de voir comment tu bâtis ton club. Moi, je le vois beaucoup de ce contexte-là. Puis je pense que si on utilise le barème de Suzuki comme un barème, j'ai pas de problème. Mais assurons-nous de le regarder en fonction de pourcentage de cap, comme tu l'as dit, au moment qu'il a signé, et non pas nécessairement comme valeur monétaire au moment de la signature. J'ai regardé l'impact du contrat de Brendan Gallagher cette saison, qui est à 6,5 millions de dollars pour encore 3 ans. Il est à 7,3% de la masse salariale. Le contrat de Nick Suzuki, dans 3 ans, va nous amener à 6,8% de la masse salariale. C'est juste pour te dire que dans 3 ans, le contrat de Nick Suzuki va valoir moins sur le cap hit que celui de Brendan Gallagher à l'heure actuelle. Exact. Fait que tu vas dire, waouh, on va être content sûrement de ce contrat-là. Vraiment content. Puis là, j'ai hâte de voir, parce que dans le foot, là, il y a des hold-outs. Hein? Ouais. Je te dis pas que ça va arriver dans le hockey, mais je suis curieux de savoir les joueurs, comment ils vont réagir au fait, s'il y en a qui ont signé, mettons cet été, l'été passé, donc en l'été 2024, et que là, ils voient le cap augmenter comme ça, c'est sûr que tu te dis, ouais, j'ai laissé un peu de sous sur la table. Mais est-ce que ça devrait aller là? Je pense pas, mais ça reste que peut-être à surveiller ce qui va se passer là. Un gars comme Jake Evans. Ah oui, le sujet de l'heure. Hein? Le sujet de l'heure à Montréal, qui est parmi les rumeurs. On mentionne notamment que ce que Jake Evans demande avec son agent est loin de ce que Kent Hughes lui propose, côté monétaire. Jake Evans, dernière année de contrat. Il avait signé un contrat de 3 ans, 1,7 million par année. Ouais. Il a 29 ans. Alors lui, c'est le contrat qu'il va signer le plus cher dans la Ligue nationale de hockey. À 29 ans, tu peux signer facilement un contrat de 4-5 ans. Ouais. Et là, il y a l'augmentation du plafond salarial, il y a les demandes qui sont différentes des deux parties. Mais Jake Evans a été repêché par les Canadiens. Ouais. Avant de t'entendre sur un peu combien le Canadien pourrait garder Jake Evans, un gars qui a été repêché au sein d'une même formation, vas-tu signer un peu moins cher pour demeurer au sein de la même organisation s'il y a un sentiment d'appartenance? Et avec l'agent, comment la relation de contrat se fait? Chaque athlète est différent. Chaque personne est différente. Comme ça va dépendre de c'est quoi la priorité. Ça reste que, même à la place de Jake Evans, à 29 ans, qui sort d'un contrat d'1,7 pendant 3 ans. Ouais. Donc, après impôt, t'es en bas d'1 million, à peu près. Je suis pas comptable, mais... Non, je comprends. Tu sais, je veux dire, tu te dis, OK, c'est ma chance de cash-in, comme on dit. Puis il a raison de dire c'est sa chance. Puis il y a une grosse année pour quelqu'un qui, son année de contrat, il joue super bien. Je pense juste qu'il faut qu'on comprenne que c'est tellement des carrières courtes qu'il y a plein de facteurs à prendre en considération. Fait que si une autre équipe lui offre 1 million de plus par année, puis là, tu vas dire, ouais, mais 1 million, c'est beaucoup, mais il peut rester à Montréal. Mais 1 million de plus par année pendant 4 ans, c'est 4 millions de plus. Exact. Que lui étant Canadien, de Toronto, je pense, la région de Toronto. Oui, il vient de Toronto. Qui habite Montréal. Il n'y a pas de résidence fiscale américaine. Donc, qui va payer un taux d'impôt. Puis ça, d'ailleurs, on va faire un épisode là-dessus éventuellement là, avec un expert qui va venir parler de ça, beaucoup plus que moi, je peux en parler. Mais il y a toute une réalité d'imposition qui existe là, pour quand tu es résident canadien versus résident américain. Et donc, le fait de pouvoir bénéficier de ça reste quand même, faut que tu l'explores. Dans le cas de Jake Evans, est-ce que ça veut dire absolument qu'il faut qu'il se fasse échanger à la date limite? Ça va être le Canadien qui va décider. Mais il y a aussi une possibilité qu'il sait qu'il va aller chercher un 4, 4.2, 4.5 sur le marché. Puis qu'il se dit, ben moi, à ce prix-là, peut-être dans un état, tu sais, on parlait de... on parlait de qui? On parlait avant là, d'un comparé à Brett Holden, Brett Holden, qui a signé 5 ans à 2,5 par année. De 5 ans à 2,5 par année, tu dis ça, c'est avant l'augmentation de la masse salariale. Fait que dis-toi que si, admettons, Jake Evans, il signe un autre contrat de 3 ans avec l'augmentation de 10% de la masse, ben tu pourrais dire que Jake Evans, s'il prenait le même contrat que Brett Holden, il serait à 3 millions par année de moyenne. Ouais. À peu près. OK? Parce que 2,5 t'augmente de 10%. Exact. Fait 10% chaque année. C'était à peu près 3 millions en moyenne par année. Sauf que Brett Holden le fait à Vegas. C'est 41 matchs qu'il fait au Nevada.
dans un des États les moins imposés. Exact. Donc, il y a ça qui rentre en compte. Ton argent va peut-être aller plus loin. L'envers de la médaille, c'est d'actualité avec le dollar qui est à la baisse. Ben, tu es payé en US au Canada. Tu sais, les Canadiens payent les gars en US. Ouais. Donc, tu gagnes l'argent US puis tu dépenses en Canadien ici. C'est quand même intéressant. C'est intéressant. Fait qu'il y a ça aussi qui va rentrer en compte. Fait que normalement, pour répondre à ta question, je suis pris un gros détour, mais ce genre de réflexion-là, c'est faut que tu prennes vraiment le temps d'établir c'est quoi tes priorités comme personne de ce que tu recherches. Puis, quand tu es capable d'établir ces priorités-là, ben, un des aspects, ça va être l'aspect financier. Puis il faut que tu t'entoures des bonnes ressources qui vont te faire une analyse de combien tu vas garder à la fin, comme après impôt à telle place. Puis si admettons l'étape encore plus optimale, fais-toi un budget. C'est quoi mon budget de vie? Est-ce que je vis un gros train de vie? Je vis un train de vie moyen, modeste? Puis en fonction de ça, c'est quoi mes dépenses annuelles? Fait en ce moment, les dépenses au Canada, pour chaque dollar US, ça t'amène 1,40$ de dépenses canadiennes. Ouais. C'est intéressant, là. C'est intéressant. Tu sais, même 1,45$, peut-être, je sais pas c'est rendu où, mais tu sais, ça fluctue beaucoup. Fait que c'est sûr que l'aspect financier compte, puis c'est normal qu'elle compte. Mais pour certains joueurs, c'est la priorité numéro 1. D'autres, c'est numéro 2. D'autres, c'est numéro 4. Puis ça va dépendre de la situation familiale, des enfants, pas d'enfants, on déménage dessus. Mais c'est sûr que si le Canadien offre 3, puis notre équipe offre 5 millions par année, avec un meilleur taux d'imposition, une meilleure réalité pour un Canadien. Ça se peut très bien qu'il se pose des questions à vouloir partir. Ben, je pense que c'est normal aussi. Là. C'est normal. Puis je pense que le Canadien doit aussi se poser la question, c'est quoi leur relève? S'ils pensent qu'ils ont la relève, qu'ils peuvent venir prendre sa place à moins cher, le Canadien va dans une position enviable avec la masse salariale. Puis l'espace sur la masse salariale, on l'a vu avec l'échange de Monahan, ça a une valeur très importante. C'est un actif à ne pas sous-estimer dans la façon que tu montes ton club, surtout dans une reconstruction. J'ai hâte de voir quand même, parce que quand on parle d'écarts qui sont... On est vraiment loin d'une entente. On parle peut-être de Kent Hughes qui doit demander dans des contrats similaires à celui qu'on vient de mentionner pour Brett Howden. Il y a également Ridley Gregg avec les Sénateurs qui, lui, c'était 3,25 millions de dollars pour 4 ans, mais qui est plus jeune, qui a 22 ans. On le voit plus comme un projet à long terme aussi au sein de l'organisation. Mais un gars comme Jake Evans pourrait facilement demander avec les chiffres qu'il a cette année. Puis ça aussi, c'est dangereux parce que Jake Evans n'a jamais été aussi productif que cette année dans la Ligue nationale. Alors pour lui, il voit une opportunité de faire plus d'argent. Même chose pour Armia, par exemple, qui est lié à des rumeurs de transactions aussi, mais qui est un dossier complètement différent avec l'âge et tout ça. Mais pour Jake Evans, d'avoir 27 points en 56 matchs, 11 buts cette année, il s'en va sur une saison de 40 points. C'est plus que les deux exemples qu'on a nommés un peu plus tôt. Oui. Mais est-ce que c'est une anomalie? Il s'en va sur ses 29 ans en juin, Jake Evans. Ça prend juste un club, hein, Fix? Ça prend juste un club. Mais il y a toujours un club. Un club. Fait que ça prend juste un club qui t'aime, puis qui te dit, garde, moi je suis prêt à l'avoir, je le vois dans mon club, je le vois fitter. C'est pas le même genre de joueur. Puis je veux pas ramener des mauvais souvenirs pour les partisans du Canadien, mais Philippe Danault, on avait le même genre de réflexion un peu. C'est pas le même joueur. Philippe Danault était meilleur offensivement. Mais ça reste... Il y avait tout le débat, est-ce que Danault est un deuxième centre ou un troisième centre? Puis même à l'époque, les gens disaient, on a Jake Evans qui peut prendre sa place. C'était ça, là, le discours. Là. On n'avait pas besoin de le payer. Puis finalement, les Kings, ils l'ont payé. Puis là, j'avoue que je ne suis pas les Kings à tous les jours. Non, mais Philippe Danault a un rôle très important au sein de l'équipe. C'est ça. Fait que cette signature-là n'a pas mal vieilli du tout. Non. Il gagne quoi, 6 millions par année? 5,5 ou 6, ouais. Fait que ce contrat-là était un bon contrat pour les Kings et bon pour Philippe Danault. Fait qu'il y a aussi une part d'évaluation là-dedans dans ce que tu vas faire. Puis je pense que ça va dépendre dans quel rôle l'équipe te voit jouer. S'il voit Jake Evans jouer un rôle de troisième centre, potentiellement deuxième centre, qui va avoir du temps de glace en masse puis qui peut aller chercher peut-être un 35-40 points régulièrement, ben ça compte pour combien? Ça vaut peut-être plus que 2,5 par année. Exactement. Et en ce moment, c'est peut-être ça que Jake Evans négocie, parce qu'il se dit, à la position de joueur de centre, j'excelle davantage que d'autres au sein de l'organisation depuis le début de la saison. Alors, je peux me permettre de me comparer à d'autres joueurs que Brett Howden ou Ridley Gregg, notamment des joueurs qui peuvent gagner 5,5 ou 6 millions de dollars par année. Philippe Danault, c'est 5,5 pour 6 ans, mais signé quand même il y a quelques années. Là, à ce moment-là, le pourcentage du cap était un peu plus élevé aussi dans le cas de Philippe Danault. Alors, c'est toute cette question-là qui est super intéressante. Mais Jake Evans à Montréal, et je vois pas que Kent Hughes échanger Jake Evans. Le prix qu'il pourrait avoir, c'est un choix de deuxième ronde. Mais mathématiquement, est-ce que le Canadien est plus avancé en échangeant Jake Evans comme un choix de deuxième ronde ou on peut se faire confiance peut-être à long terme
de signer le joueur en question avant la fin de la Je saison. pense que tout va dépendre à quel point ils ont un écart. Ouais. S'ils estiment que eux autres, le Canadien n'évalue pas Jake Evans à plus que 3 millions par année. Je spécule, j'ai aucune idée. Et que, donc, 3 millions de l'année prochaine pour une durée maximum de 3 ans. Un peu comme je disais tantôt. Valeur de 3 annualisée. Comme une moyenne de 3. Puis que Jake Evans dit, lui et son camp, ils sont d'avis que, hey, regarde, moi je suis convaincu, son agent, il dit, moi je pense vraiment sur le marché, tu vas aller chercher un 4.5, 5. Puis que Jake Evans dit, ben dans ce moment, à ce niveau-là, je préfère ne pas signer puis tester mes chances au marché joueur autonome. Si le Canadien est convaincu qu'ils ne se rendront jamais à ce prix-là, tu l'échanges. Parce que tant qu'à faire, tu vas le perdre pour rien. Mais ça, c'est si tu es convaincu que tu ne veux pas le payer à ce prix-là puis que tu ne vas pas le garder. À partir du moment que tu as un doute puis que tu n'es pas sûr puis tu as besoin de temps encore, je suis d'accord de dire si tu n'as pas un prix de retour vraiment intéressant, tu te gardes et donne la chance au négo d'évoluer. Donne la chance à voir qu'est-ce qu'il y a. Tu sais jamais comment les négociations peuvent tourner pour le mieux, pour le pire. Puis si tu penses encore que tu as une ouverture de le payer un peu plus cher, mais tu veux prendre le temps d'évaluer ton roster encore plus, je pense que c'est correct de le garder, même si tu renonces à aller chercher un choix de 2e ou 3e tour. Je te la pose en terminant, puis peut-être que la réponse va être longue. Mais en tant qu'agent de joueur, comment se passent les négociations avec un directeur général, par exemple? Quel est l'apport de l'agent dans la décision du joueur, de ce que tu as probablement peut-être vécu, toi, personnellement? Est-ce que c'est... Puis ça doit dépendre des clients aussi également, à quel point tu es proche des différents clients ou peu importe, mais c'est quoi l'apport de l'agent dans les négociations entre un directeur général et un joueur pour le prochain contrat? Ben, l'agent, il sert d'intermédiaire avec... Fait que c'est lui qui négocie avec le directeur général ou la personne qui s'occupe. C'est peut-être pas Hughes qui négocie, là, c'est peut-être Sedgwick ou quelqu'un d'autre à l'interne qui va s'occuper de la négo. Fait que l'agent, c'est lui qui va négocier le contrat pour le compte joueur. J'ai toujours été d'avis dans le sport. C'est important que les joueurs gardent leur rôle de joueur vis-à-vis coach. D'essayer de les rentrer dans les négociations comme directement. Évidemment, les tenir informés, ça, je trouve ça super important, mais qui négocient avec l'équipe, je trouve que ça franchit une ligne qui est dure de... Si tu reçois des offres que tu trouves en limite insultantes, il faut que tu comprennes le côté business, que ça se peut qu'il y ait une raison pourquoi ils t'envoient ça, puis c'est pas pour t'insulter, il y a peut-être autre chose. Alors, tu essaies toujours d'aller en arbitrage, parce qu'en arbitrage... Tu essaies d'éviter l'arbitrage, parce que quand tu arrives en arbitrage, Exactement, parce que là, tous les points sont mentionnés sur la table, et là, tu peux avoir une mauvaise relation entre le joueur et le management. Puis, fait que ça, c'est ce bout-là. Après ça, je pense que le rôle de l'agent, c'est d'amener les informations aux joueurs avec des faits et de donner une recommandation pour que le joueur puisse réfléchir à ce qu'il veut vraiment. Je pense que c'est très facile pour nous, comme fans de sport, de juger des négos sans être au courant de ce qui se passe vraiment. Ultimement, si j'essaie de penser à un contrat... mettons, tu dis, mettons dans le cas de Jake Evans, s'il décide de rester à rabais pour le Canadien. On peut dire, là, pourquoi il a fait ça? Il pourrait aller chercher plus, mais peut-être pour lui, sa priorité, c'était de garder ça. Il aimait ça ici, il aime la vibe, il aime l'équipe, puis il veut rester. Puis ça ne dérange pas de faire un peu moins de sous pour rester. Mais peut-être aussi que l'inverse, c'est il sait que c'est sa famille pour sa retraite, pour sa situation financière, celle de sa famille. Si tu vas chercher 1 million de plus US par année avec un taux d'impôt qui est moins grand, puis que tu calcules ça sur 50 ans, c'est 5 millions de plus. C'est peut-être dans les poches, peut-être un 3 millions de plus dans les poches, que c'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'argent. Sans compter l'argent que tu fais. Fait que je pense que c'est juste important que l'agent, pour moi, mon avis, puis on aurait peut-être d'autres agents ici, il y aurait un autre discours, mais de donner une recommandation basée sur du fait, les pour et les contre, et s'il demande qu'est-ce que tu ferais, tu dis, dans mes souliers, comment moi je suis comme individu, puis aussi peut-être comment je te vois comme personne, ce que est important, mais aussi de rendre le joueur, de pas essayer... Il faut pas que le joueur essaie de créer un précédent ou prendre un contrat ou pas prendre un contrat pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres vont penser. Non, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux, personnellement? Quand on faisait les compteurs à l'automne, là, on parlait d'Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière, qui à l'époque venait de signer son extension. Exact. Puis là, connaissait une super année. Je sais pas, j'ai pas vu ses stats récemment, là, mais un peu plus difficile lors des 20 derniers matchs. Bon, mais il est parti en feu. Puis il y avait un podcast de hockey qui était venu dire il aurait jamais dû signer ça, il aurait dû attendre. Mais
ça, c'est tellement pas une bonne façon d'analyser les choses parce que peut-être que ça dépend des personnes, comment est-ce qu'on est. Il y a des athlètes, prenons l'exemple de Juan Soto. Ouais. Refuse un contrat, c'était quoi? C'était dans les centaines de millions de dollars là, avec les Nationals. là. Exact. Refuse. 400 millions, il avait refusé. Ouais. C'était ben voyons donc. Voyons donc, refuser 400. Fait que là, t'as refusé 400 millions, tu joues pour les Yankees sur un contrat d'1 an. C'est complètement débile. Il y a bien des gens, Mais faut là... que tu te fasses confiance. Hey! Il y a bien des gens qu'à chaque présence au bâton, chaque strikeout sera en train de dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai renoncé à ça, pourquoi j'ai renoncé à ça. Puis là, ça spiral. Non. Il a connu une super année puis il a signé pour 700 quelques millions avec les Mets. Paris réussit. Incroyable. Ouais. Mais peut-être que l'envers de la médaille, c'est qu'avoir un contrat en poche qui sécurise ton avenir financier, ta sécurité financière pour toi, ta famille, tout, t'enlèves tellement un poids de tes épaules dans la vie que tu peux jouer au hockey et avoir du fun. Exact. Puis que là, tout d'un coup, tu joues bien. Fait que c'est facile de dire, hey, avoir su, mais c'est tellement des paramètres qui sont différents que tu peux pas juger. Tu sais, peut-être que Juan Soto, il aurait signé 400 millions, il aurait une saison de 45-50 circuits, puis là, il rentrait chez eux, ouais, puis il se dit, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Qu'est-ce que j'ai fait Je là, vaux beaucoup signer plus ça? Ben, c'est aujourd'hui, ça! là. Fait que Mais faut que tu te fasses confiance Faut là-dedans que tu aussi. t'écoutes, Faut que toi. tu t'écoutes. faut que tu t'écoutes comme personne. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Puis qu'est-ce que moi, je suis prêt à faire? Puis c'est là que le rôle de l'agent il rentre, de rappeler aux joueurs de suivre ça. Je trouve ça vraiment important. Puis chaque stratégie va être adaptée selon le joueur. C'est très intéressant. Puis je pense que on invitera éventuellement un agent aussi de la Ligue nationale. Ben oui. Puis on fera une discussion par rapport à ça parce que c'est super intéressant. Tu as le point également des négociations dans le football qui peut-être a certaines différences avec le hockey en tant que tel, mais qui doit se ressembler quand même de manière générale. Alors, je serais intéressant de connaître un peu l'avis d'un autre agent puis de comparer un peu les deux situations. Ça pourrait être très, très bon. Je t'ai concocté un petit quiz. Je suis tellement pas bon dans ces quiz-là, ça n'a pas de bon sens. Et là, tu vas voir, je vais avec quelques questions. Il y a 5 questions au final. J'ai une petite question bonbon pour moi. Et je parle de NFL et j'ai également une question sur la Ligue nationale de hockey. Et là, je parle de gros salaires. On a parlé beaucoup des joueurs qui ont signé à des gros salaires et tout ça. Et la différence de salaire entre les différentes ligues aussi également. On s'amuse. OK. Est-ce que tu es prêt pour la première question? Non, mais c'est autre chose qu'on a du montage. Là. Jake va s'en occuper, je vais avoir l'air bon. OK. Qui sont les 3 carrières les mieux payées dans la NFL? Les 3 carrières les mieux payées dans la NFL. Parce que dernièrement, c'est complètement débile l'argent qu'on donne à la position de carrière. Et si tu as signé il y a 3 ans, il y a peu de chances que tu sois parmi le top 3 des carrières les mieux payées dans la NFL. C'est toute une question de contrats récents. Là, et quand je vais te dire les noms des carrières les mieux payées dans la NFL... Oui, mais c'est pas ce qu'on pense. Là. Non, pas du tout. Il y a là-dedans, il y a des... Ouais. Je vais y aller sur ma mémoire. Là. Ma mémoire est pas bonne. Dak Prescott. Numéro 1. Ouais. 60 millions de dollars par saison. Dak est numéro 1. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle parce que pour les fans des Cowboys, c'est juste tellement le fun. 60 millions de dollars pour 4 ans, signé avant... C'est tellement d'argent à donner à un carrière, surtout Dak Prescott, là, dans la situation actuelle. Fait que je vais y aller... OK. Je vais y aller avec ce que je pense. Joe Burrow, deuxième rang, à égalité avec 2 autres joueurs. Et c'est les 2 autres joueurs que je cherche aussi, avec Joe Burrow. Les 2 autres? À égalité. Je vais dire, Justin Herbert, il doit pas être loin, là. Il est pas loin. Mais ça viendra dans une autre question. OK. Il est pas là. Mais on parle carrière toujours, là. C'est ça? Ouais. Des jeunes carrières, quand même. Des jeunes carrières. Lamar, non? Non, attends. Jeune carrière. Dak Prescott, numéro 1. Joe Burrow est à égalité avec 2 autres carrières. Au 2e rang, avec 55 millions de dollars par saison. C'est ça, Herbert est comme à 50 ou 52. Joe Burrow est à 55. Jeune carrière. 2 autres carrières à 55 millions de dollars. Je vais te les trouver si tu me donnes 2 jeunes carrières. Hein? Ouais, quand même. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop jeunes et qu'ils ne sont pas éligibles. Exactement, il faut qu'ils aient fini leur contrat recru. Faut qu'ils aient joué 3 ans minimum de contrat recru. Il faut qu'ils aient été bons dans leurs premières années, habituellement aussi, là. Mais c'est fou ce qu'on donne à un jeune carrière pour qu'il soit l'image de la franchise dans la NFL. Là. Ouais, je me trouve poche. Non, mais je vais t'en donner un. Ouais. Trevor Lawrence, avec les Jags, 55 millions de dollars par saison. Hey, c'est vrai, j'avais oublié que Trevor Lawrence avait signé haut de même. Et le dernier, Jordan Love à 55 millions de dollars. Alors, tu as Dak Prescott à 60, Burrow, Lawrence et Love à 55 millions. C'est incroyable qu'ils viennent au 2e rang parmi les carrières les mieux payés dans la NFL. Parce que souvent, les gens me posent comment ça les carrières sont payées autant, c'est l'offre et la demande. Exact.
Fait qu'ils n'ont pas le choix de continuer à monter l'échelle. Mais quand tu as cherché également ton carrière pendant des années, tu en trouves un qui fait la job. Souvent, tu as tendance à le voir si surpayer. Trevor Lawrence, il va faire la job. Par Ouais, exemple. non. Avec l'historique des commotions, là, c'est... Je le trouve assez overrated, lui. C'est fou. Ouais, je suis d'accord. Mm. Je suis Bon. d'accord. Prochaine question. Les 2 plus gros contrats signés dans l'histoire des Chargers. Dans l'histoire de l'organisation. C'est 2 contrats... Justin Herbert. Justin Herbert. 5 ans. 262,5 millions de dollars. Alors, c'est une moyenne de 52,5 par année. C'est ça. À ce moment-là, il avait signé plus cher que Lamar Jackson. Il devenait le carrière le mieux payé dans la NFL. Mais on a eu les contrats de Burrow, Lawrence par la suite. Tout est une question d'ordre. Ouais, faut pas regarder le talent, c'est vraiment l'ordre souvent. Faut pas que tu regardes non plus les légendes nécessairement. Faut que tu regardes aussi l'année où le contrat peut être signé. Je vais dire le deuxième, logiquement, en étant des extensions récentes, parce que tu vas devoir penser que la masse salariale monte. Probablement Joey Bosa. Bonne réponse. 2 en 2. Ouais, mais 2 en 2. C'est garde. 4 ans et 135 millions de dollars en 2020. Je sais qu'il a restructuré son contrat aussi au courant de la dernière année. Ouais. Là, je me tourne chez les entraîneurs-chefs de la NFL. Ouais. C'est complètement débile parce que tu vas voir après, je vais te poser une question sur les joueurs de la Ligue nationale, puis de constater l'argent qu'on donne aux entraîneurs-chefs dans la NFL, c'est débile. Ouais. Qui est l'entraîneur-chef le mieux payé dans la NFL? Il y a signé une nouvelle entente il y a pas... il y a un an environ, je crois. Comme une extension, genre? Ouais. C'était un contrat de 5 ans. Je vais dire... Je vais aller avec ma logique. Andy Reid. Bonne réponse. Ouais. 20 millions par année. 5 ans, 100 millions. Qui est à 20 millions par année, Andy Reid? Ouais. Deuxième rang. C'est incroyable l'argent qu'on donne aux tant mieux, parce que c'est des postes... Tu sais, parenthèse, là, les coachs de foot, là, ils travaillent des heures débiles, hein? C'est des... Tu vis dans ton bureau, là. Ça n'a pas de sens. C'est fou. Fait que, OK, 20 millions Andy Reid. Parfait. Deuxième position. Deuxième coach le mieux payé de la NFL. Aïe, hein? Faut aussi que tu regardes les entraîneurs qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Pas nécessairement cette année, mais les années précédentes, là. Dans un laps, mettons, ou des entraîneurs qui ont prolongé, évidemment. Mais... Es-tu encore en poste? T'es encore en poste. Ta réaction me fait peur parce que je sais pas à quel point c'est un flop. Mais s'il avait été un flop, il aurait été congédié, je me dis. Dans la même division que les Chargers. Ah ben. Ouais, ok. Ça doit être Sean Payton. Sean Payton. Ouais. 18 millions de dollars par saison. Ouais. Sean Payton. Mais c'est un contrat qui a été signé il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Et en troisième position, on a une égalité. Un coach qui est au sein de la même formation depuis longtemps et un coach qui est arrivé il y a vraiment pas si longtemps. Il y a vraiment pas si longtemps, hein? Mais pas si longtemps, était la dernière année. OK. Je vais aller avec un choix un peu champ gauche, là. Mais que... Kyle Shanahan? Non. La réponse que je voulais dire, c'était Matt Lafleur. Mais c'est peut-être pas ça non plus. Mais... Non. Mais c'est difficile comme quiz, là. Je peux te donner un indice, là. Ce sont 2 coachs dans l'américaine. Dans l'américaine? OK. 2 coachs dans l'américaine. DeMeco Ryans? Non. Dans l'américaine. OK, je vais essayer une dernière fois. Ouais. Puis si je l'ai pas, je l'ai pas. Je te le donne. John Harbaugh? Bonne réponse. OK. 16 millions. À égalité avec un coach qui est dans la même division que les Ravens. OK. Où on se pose beaucoup de questions à l'heure actuelle, où on n'a pas de carrière en vue de la prochaine année. Mike Tomlin, 16 millions de dollars. Et c'est fou à quel point 20 millions, 18 millions, 16 millions de dollars, mais pour le travail extraordinaire que les coachs font dans la NFL et à quel point c'est important d'avoir un bon entraîneur-chef. C'est juste, la Ligue fait tellement d'argent que les salaires sont gonflés parce que complètement. C'est des revenus de fou qui rentrent. T'sais. OK, je vais aller rapidement avec 2 dernières. Et là, écoute, je te demande pas d'être exactement bullseye dessus. Okay. Mais donne-moi un chiffre et on regardera par la suite. À combien s'élevait le montant d'une publicité de 30 secondes au Super Bowl en 2025? Je vais checker ça. Tu peux me le donner en argent en américain ou en canadien. Ça se peut que je me trompe, je me rappelle plus, mais c'était-tu 8 millions? 8 millions de dollars américains. Ouais, 8 millions US. 30 secondes. Ouais. Juste pour comparer, il y a 2 ans, ça s'élevait à 6,5 millions. Alors, on a augmenté de 1,5 en l'espace de 2 ans. L'an prochain, 10. C'est complètement débile. L'an prochain, 10. En terminant, quel est le joueur de la LNH qui fait le plus d'argent si on tient en compte des commandites? Pas juste le salaire de base par année, mais les commandites.
Hey, man. Ça, là, c'est intéressant comme question. Ça, c'est intéressant parce que t'as pas du tout le même ordre, nécessairement. Pas du tout. Crosby? Crosby n'est même pas dans le top 10. C'est incroyable. De commandite. Hey, ça, c'est... La liste, elle est quelque chose. Je sais pas. Pour Honnêtement, McKinnon? Deuxième. Deuxième, ouais. À 19,5 millions de dollars. Marner? Marner n'est pas dans le top 10, mais Nylander est là en sixième place. Austin par contre. Matthews? Austin Matthews, bonne réponse. Numéro 1. À 21,7 millions de dollars. Alors, si tu prends un joueur, les commandites, le mieux payé dans la Ligue nationale est à 21,7 millions de dollars. Andy Reid fait 20 millions de dollars par saison. De voir un peu l'écart, les différences entre la Ligue nationale et la Ouais. NFL, c'est complètement débile. Juste les revenus qui rentrent dans la NFL. Ça, on pourra en parler à un autre épisode, mais ça, c'est une business en soi qui est non, hallucinant. c'est incroyable. Hallucinant. Félicitations, t'as été très bon. Ben, pas si pire. T'as été pas si très pire. bon. Yes. T'as des bonnes questions. Merci, FX. Merci à toi. Puis, j'espère que vous avez aimé le premier épisode revampé. Ouais, j'espère, oui. Dites-nous en commentaire balado s'il y a Les des Compteurs. choses qu'on doit faire mieux, Exact. différents. Comme FX dit, on va avoir des invités. On va essayer de faire ça régulièrement, dépendamment de la disponibilité Ouais. de tout le monde. Mais je pense que ça va être le fun. On a une belle formule, puis ça a été des bonnes discussions. C'est un plaisir de faire ça avec un autre partisan des Chargers. Yes, Et la prochaine fois, tu amèneras ton chandail de Faut que Tom j'aille trouver Linson. ça chez mes parents. Je l'ai pas. Ça, c'est une affaire, ma blonde ne voulait pas qu'on déménage. Quand on est déménagé la première fois ensemble, Ah oui. depuis plusieurs années, t'es comme ça, tu y as ça chez tes parents. Ok, c'est beau. Ah, c'est correct. bon. Moi, je me bats fort pour le ramener, mais à chaque Ah, fois, c'est ouais. la même opinion. Ouais, ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Les Compteurs. Merci, Sacha. Yes, c'est fixe. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Cavani.